Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver sur Happy TV Le Max. Cette semaine, nous avons décidé de poser nos valises aux Baux de Provence. Vous avez bien entendu les Baux de Provence. Vous avez certainement déjà entendu ce nom ou vous avez tout bêtement déjà été aux Baux de Provence. Eh bien nous avons décidé, nous, de vous faire visiter. Nous allons parler de patrimoine, nous allons parler d'actualité, art, peinture. Tout ça, c'est Brigitte qui s'y est collée et ça c'est pour vous. Bien, bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène aux Baux de Provence et dans les carrières de lumière spécialement où il y a une exposition de Picasso. Suivez-moi. Augustin, merci donc de nous accueillir sur le château. Donc vous êtes le directeur, mais vous êtes aussi directeur des carrières de lumière que nous avons visitées tout à l'heure. Alors, un thème unique, Picasso? Oui, Picasso à la fois pour les carrières de lumière et pour le château des Baux, parce que Picasso connaissait bien les Baux, il y a passé beaucoup de temps, donc c'était une manière de lui rendre hommage à son passage ici. Et puis dans les carrières de lumière, on a éclairé Picasso de manière un petit peu particulière, en reprenant tous les maîtres espagnols qui ont été soit ses contemporains, soit juste avant lui, pour essayer de montrer à la fois ce qui se faisait au moment où Picasso a commencé à peindre en Espagne, et puis à la fois essayer de montrer combien Picasso est moderne, il est capable de se renouveler. Et tout ça donc dans un très beau spectacle qu'ont fait Renato Gatto, Maximiliano Sicardi et Gianfranco Iannuzzi, que propose Culture Espace. Et cette exposition donc est, comme vous l'avez vu, sur les murs, sur le sol, on est baigné dans toute cette atmosphère picturale et c'est absolument magnifique. Donc c'est un bel hommage. Picasso était venu aux Carrières de Lumière pour y tourner, alors ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais pour y tourner le Testament d'Orphée avec Jean Cocteau. Il avait été acteur, on le voit dans quelques photos de cette exposition ici au Beau. Et finalement, voilà, c'est un bel hommage qu'on lui a rendu et je crois que le public en est satisfait aussi. Donc on est très content de ce résultat. C'est absolument magnifique. Et donc vous faites en parallèle sur le château une exposition Picasso également. Voilà, puisque donc on s'est dit pourquoi pas filer le thème. On a un bel endroit au château des Baux pour faire des expositions ici dans la cour de l'ancien hôpital de Quiqueran. Picasso, donc comme je le disais tout à l'heure, a arpenté les rues des Baux, est venu ici et s'est lié d'amitié avec Lucien Clergue qui était beaucoup plus jeune que lui. Mais on s'est dit c'est une autre manière de réunir aussi Picasso et Clergue avec une vue tout à fait particulière. C'est des hommes pour qui le soleil a compté, pour qui les femmes ont compté et en fait ils se retrouvent très spontanément. Et ce château des Baux, c'est un lieu de soleil, bien sûr la géographie nous l'apprend, c'est un lieu de femmes parce qu'on voit que toute l'époque du Moyen-Âge, il y a des grandes cours d'amour et un grand lieu culturel et social qui est développé autour de la courtoisie grâce aux femmes au Beau de Provence. Et du coup, voilà, on retrouve ces deux hommes autour de cette thématique qui est développée depuis très longtemps au Beau de Provence. C'est une manière de lui rendre hommage. Donc on a une quarantaine de photos qui sont présentées ici, qui présentent des photos de la vie de Picasso avec Lucien Clergue, donc des photos de Picasso dans la région, des photos de Picasso autour de la musique, on le voit signer la guitare de Manitos de Plata, on voit des gitans qui accompagnent tout ça. Alors on a essayé de faire une exposition qui était vivante, qui était chaleureuse et qui donnait vraiment envie de découvrir ça avec un grain particulier. Et puis le château des Baux est tellement gigantesque qu'on a pu se permettre de faire des très grands tirages, ce qui est très agréable pour nous et qu'on apprécie parce que souvent une exposition photo, on a
la chance de voir des photos, mais des petits formats. Et là, on a des images qui font plus de 2 mètres de haut. Donc, c'est quand même une belle manière de voir toute la profondeur et tout le grain du travail de Lucien Clergue. En même date pour les carrières de lumière ici? Oui, tout à fait. Alors, un peu plus long Carrière de lumière, puisque l'exposition Carrière de lumière va durer jusqu'au 8 janvier prochain. Donc, on a encore pas mal de mois. Et ici, cette exposition va durer jusqu'en octobre. Mais voilà, on a tout l'été pour venir admirer Picasso et les beaux, bien sûr, ici en Provence. On vous retrouve tout de suite pour parler du château. Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Augustin, alors vous êtes aussi directeur du château. Alors ce château, quelle est son histoire? Très vieille histoire, puisque le château a été construit autour de la fin du Xe siècle, vers 980, par une famille d'Arles qui s'était enrichie parce qu'elle possédait une grosse forteresse à Trinquetail. Et Trinquetail, c'est les péages ouest de Arles qui commandent la traversée du Rhône. Donc c'est une famille qui avait de nombreuses fiefs, de nombreuses possessions, qui s'est installée ici, non pas pour y habiter, mais pour marquer sa puissance. Et donc le château des Baux a vécu au rythme de cette famille pendant près de 500 ans, jusqu'en 1426, où la dernière descendante, Alix de Baux, s'est éteint sans descendant, donc en éteignant la famille ici. Et pendant tous ces 5 siècles, ça a été un grand centre de pouvoir à la fois politique, puisque les seigneurs des Baux étaient, selon les histoires, princes d'Orange, vicomtes de Marseille, donc une énorme possession. Aussi des gens qui ont un gros pouvoir culturel, parce qu'ils vont, avec leur cours d'amour, avec tout l'élan qu'ils vont donner, avoir un vrai aura autour de toute la région, avec les troubadours dont on parle beaucoup désormais. Et puis tout un jeu de pouvoir, de destruction du château, avec un certain nombre de rébellions, une histoire assez romanesque finalement, avec des rébellions qui succèdent ici. Et ensuite le château passe à la couronne de Provence, puis à la couronne de France quand la Provence devient française, et donc voilà, ensuite les rois de France reprennent possession d'ici et ils font une baronnie et puis un marquisat au moment du traité de Péronne, marquisat qui est donné au prince de Monaco, au Grimaldi, en échange dans le cadre de ce traité de Péronne. Et les Grimaldi deviennent donc marquis des Baux à cette occasion, on porte toujours le titre aujourd'hui, et ont encore quelques possessions comme la chapelle Sainte-Catherine. Vous interprétez Quand je bois du vin clairet, car je suis innocent, bois sans soif, et donc je connais toutes les chansons de taverne de mon époque. Après la Révolution française, les Baux se retractent un petit peu sur ce rocher et continuent à vivre grâce à l'activité de la pierre dans les carrières autour. Et le château continue à vivre et à se développer. C'est un village magnifique puisque la période médiévale l'a enrichi, la période Renaissance l'a embelli. Et donc du coup l'époque moderne continue à jouer sur cette belle richesse qu'on a aux Baux. C'est un magnifique site qui est très original parce qu'il est à la fois creusé dans la roche et bâti. Donc c'est un mélange de cavités et de murs de pierre très très impressionnant, avec une vue absolument splendide puisqu'on voit de Aix-en-Provence quasiment jusqu'à Sète quand il fait un temps avec une belle visibilité. C'est absolument magique. Puis c'est un lieu qui est chargé d'âme. Frédéric Mistral en avait fait sa capitale mythique. Voilà, on est vraiment au cœur de la Provence ici. Et il est démoli actuellement.
Oui, alors il est démoli parce qu'en 1631, Richelieu a ordonné sa démolition. En fait, c'est pas une démolition due au temps, c'est une démolition politique, puisqu'il y a eu tellement de rébellions. En fait, les gens des Baux avaient pris fait et cause pour Gaston d'Orléans, qui s'était retourné contre son frère Louis XIII, et Louis XIII décide de faire démolir les grandes places fortes qui pouvaient s'opposer à sa puissance, et les Baux en font partie. Donc le château, tel qu'on le connaît, le donjon a été démoli pièce, et c'est ce qui fait qu'il reste ce mystère et cette ambiance tout à fait particulière. Il ne faut pas s'imaginer voir un champ de ruines, il faut s'imaginer voir une espèce de vestige sortir dans une montagne, c'est à couper le souffle. Vous cherchez à le reconstruire? Non, pas à le reconstruire, parce que je pense que ce serait dommage de reconstruire. Ce château a été tellement démoli, reconstruit, rebâti, qu'on pourrait le reconstruire, mais sur quels critères, à quelle époque? Je pense qu'il faut essayer de le faire vivre, il faut essayer de l'amener sur quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que, bien sûr, on fait visiter et on met en valeur ce qui a été construit précédemment, mais on crée autre chose, on crée parfois des visites plus familiales, où on explique l'histoire de manière assez spontanée aux enfants, de manière parfois humoristique pour que les gens comprennent ce qui s'est passé, aussi culturelle, avec des grandes expositions photographiques, mais aussi, voilà, on le replante, on le fait vivre par la végétation. L'idée de lui donner, de poursuivre l'âme qu'il avait, mais avec d'autres moyens, et pas forcément s'accrocher à un conservatisme pur et dur. Des festivals de temps en temps? Alors il y a des festivals, donc il y a des animations où on raconte l'histoire du château qui s'appelle les estivales, donc ont lieu en gros de Pâques à fin août. Et puis après il y a un certain nombre de choses assez récurrentes qui reviennent. Alors c'est tellement varié que je ne peux pas tirer des grandes vérités générales, mais on peut faire des concerts par exemple. Le 1er juillet il y a un concert ici où les visiteurs peuvent découvrir quelque chose de plutôt classique. Ensuite on aura des musiques baroques. Ensuite on a des visites animées, des visites guidées. Il y a un certain nombre de choses. Il y a des artisans qui présentent le savoir-faire à la fois médiéval mais aussi de l'époque classique. On présente beaucoup de choses. Très bien, merci. Je vous suis pour la visite. Allons-y. Quand je bois du vin clairé, ami tout tourne, on s'est disant mais je bois en joue à boire. Chantons et buvons, à ce flacon faisons la guerre. Chantons et buvons, mes amis, buvons donc. Haribo Pic, à chacun son pic. Haribo, c'est beau la vie, pour les grands et les petits. Monsieur le maire, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans votre magnifique ville, commune des Baux-de-Provence. Alors, commune des Baux-de-Provence qui n'est pas énorme en termes de démographie, mais qui par contre est énorme en termes de patrimoine et de culture. Bonjour. Effectivement, c'est une commune qui est petite, 391 habitants, donc une des plus petites communes du département des Bouches-du-Rhône. Par contre, entre 1,5 million et 2 millions de touristes chaque année, parce que c'est un village qui est exceptionnel. Et tout le monde veut venir au Baux. Tout le monde veut venir visiter la commune et ça n'arrête pas. Vous avez vu aujourd'hui, il pleut, mais il y a quand même du monde dans la rue. C'est un défilé permanent de touristes qui viennent nous rencontrer. Alors en termes de patrimoine? Alors en termes de patrimoine, nous avons beaucoup de choses. Nous avons d'abord le château. Bon, le château est en ruine, puisqu'il a été démoli au début du XVIIe siècle. Et indépendamment du château, au pied du château, il y a un village qui s'est progressivement construit, avec une église d'abord, une église qui date de la fin du XIIe siècle, qui a été agrandie plusieurs fois, et puis un certain nombre d'hôtels particuliers, qui sont de beaux hôtels particuliers, qui appartenaient à de grandes familles arlésiennes en général, comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, puisque la mairie est logée dans l'hôtel de Montville, et tout ça dans un paysage qui est extraordinaire et qui forme un tout avec le village. Donc on ne peut pas dissocier le village sur son rocher et le paysage qui est alentour. Alors la culture, on nous donne visiter les carrières de lumière, donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, sans compter toutes les expositions qui défilent toute l'année au Baux. Il y a une grande politique culturelle au Baux-de-Provence depuis déjà longtemps, avec des expositions qui sont montées par la commune, avec des lieux qui sont affectés ou délégués.
pour des activités qui sont des activités culturelles. Ma maman est décédée l'année dernière et elle avait créé un mouvement pictural qui s'intitule Le Fragment Tissé. Donc au travers en fait de cette rétrospective, on peut en fait visualiser l'évolution de son art sur les 30 dernières années, en commençant par une période cubiste, pour vraiment finaliser son travail l'année dernière avant son décès sur ce qu'elle appelait la trame de lumière. Le travail que j'essaie de mener aujourd'hui, que ce soit avec la commune ou avec les musées de France, c'est la valorisation de ce mouvement pictural afin de créer une collection privée qui puisse être vue de tous et qui puisse surtout donner envie à d'autres artistes, avec leur unicité de travail, de s'inscrire dans ce mouvement pictural. Voilà, donc là en fait vous avez une trentaine d'œuvres qui ont été choisies afin de représenter l'évolution de son œuvre et la création du mouvement pictural. Et puis la fondation Louis Joux. Louis Joux était un artiste extraordinaire, un Catalan, qui est venu s'installer au Beau dans les années après la Première Guerre mondiale et qui réalisait des livres en totalité. C'est-à-dire qu'il sculptait les caractères d'imprimerie du livre, il illustrait le livre, souvent des gravures sur bois ou sur acier, et puis il les imprimait et les reliait. Alors les Beaux ont une particularité, c'est qu'ils sont très associés avec la principauté de Monaco. Alors d'où vient cette amitié? Alors ça remonte au milieu du XVIIe siècle. Dans le cadre du traité de Péronne, en 1642, le roi Louis XIII a donné un certain nombre de possessions au prince de Monaco, puisque le prince de Monaco avait aidé la France à sortir les Espagnols de la Côte d'Azur, et donc en conséquence, les princes de Monaco avaient perdu toutes leurs possessions en Espagne ou en Italie. Finalement, jusqu'à la Révolution, pendant 150 ans, le territoire des Beaux ne faisait plus partie de la France, mais faisait partie des possessions de la famille de Monaco. Et c'est simplement en 1791 que, pendant la Révolution, alors c'était la législative ou la constituante, je ne sais plus quelle était l'assemblée qui a délibéré, qui a souhaité racheter le territoire au prince de Monaco. Bon, il y a eu bien sûr de longues discussions, et la France a racheté le territoire des Vaux. Ça n'a pas empêché les relations de continuer, bien sûr, entre l'ancienne seigneurie des Baux et la principauté. Et nous avons bien sûr des relations très, très cordiales avec la famille princière. Le prince est venu en visite officielle au Beau il y a 4 ans, lors d'une exposition qui avait été faite sur des photos de la princesse Grace, essentiellement des photos de Paris Match. Et puis nous allons régulièrement, soit à la Sainte Dévote, soit à la Fête nationale, enfin, à Monaco, et nous entretenons d'excellentes relations avec le prince et sa famille. Sachant que son père, le prince Régnier, avait beaucoup aidé la commune financièrement. Bon, il était très généreux avec nous. Très attaché. Très attaché au Beau aussi, bien sûr. Et il a, entre autres, on le verra dans l'église, offert les vitraux de l'église, qui sont absolument superbes, au moment de la naissance du prince Albert. À chaque décès dans la commune, on allumait un flambeau dans la tourelle. En 1970, le maire de l'époque a demandé à Yves Braillère de faire les fresques dans cette chapelle. Donc ce sont des fresques qui représentent la nativité en fait. Donc la crèche de Noël avec les bergers dans un paysage des Alpes.
Monsieur Royer, merci de nous recevoir dans votre musée. Alors, votre musée, il est au Beau de Provence depuis combien d'années? Il a été créé 1 an après la mort de mon père, en 1991. Sous l'influence de Raymond Thuillier, on a eu ce bâtiment, l'hôtel des Porcelets, qui n'était pas encore dans l'état où vous le voyez aujourd'hui, avec à peu près les 2/3 de la surface qui était utilisée. Donc on a amené des collections permanentes de mon père, on a fait une donation à une structure associative pour gérer le musée. Et 4 ans plus tard, on a pu agrandir cet espace, des salles supplémentaires, celles où nous nous trouvons, celles d'à côté, des salles en dessous, pour compléter l'espace. Ça nous permet maintenant d'avoir un véritable espace d'exposition au second étage où nous nous trouvons, qui nous permet chaque année de faire une exposition temporaire. Et donc aujourd'hui, vernissage de l'exposition Paul Signac. Alors Paul Signac était le fondateur avec Seurat des néo-impressionnistes. Donc ça, c'est un mouvement qui a suivi les impressionnistes et qui s'est largement inspiré des théories scientifiques de la couleur qui prouvaient que quand on met des couleurs côte à côte, il faut garder des tons purs, individuels, et ne jamais les mélanger. Quand on mélange des tons, on obtient un résultat plus foncé que ce qu'on obtient quand on regarde un tableau et que c'est l'œil qui fait le mélange. Donc cette théorie qui a donné à un moment le néo-impressionnisme et la théorie de points, qui a beaucoup appliqué Seurat, a été utilisée aussi par Signac, qui étaient tous les deux très amis, fondateurs aussi du Salon des Indépendants à Paris. Et vous vous spécialisez dans ce style ou on a des expositions de tout style? De tout style. L'année dernière, c'était Cartier-Bresson. L'année d'avant, c'était Chagall. On a fait la sculpture animalière. Donc, on est allé Monticelli, Valta. Donc, on a vraiment été très éclectique dans les choix de des expositions à thème aussi, sur les capitales méditerranéennes, qu'il y a eu pendant Marseille-Provence 2013. Donc, c'était des vues urbaines, des paysages de ville. Donc, de différents peintres, du contemporain jusqu'au début du XXe. Alors jusqu'à quand pouvons-nous voir cette exposition? Fin septembre. Je crois que ça finit le 27 septembre, je crois, si je ne me trompe pas. Vous savez combien il y a de toiles à peu près? 32. 32 de Signac. Signac. Alors aquarelle, donc Signac est venu, il en avait un petit peu marre de la Bretagne qui était un peu pluvieuse, et puis il a eu un gros coup en 1991 à la mort de Seurat, qui était vraiment son ami intime. Ça l'a vraiment choqué. Il a abandonné la Bretagne pour venir à Saint-Tropez. Et puis finalement, c'était trop facile. Quand il était tropézien, il n'était jamais allé en Corse. Et puis tout d'un coup, quelques mois avant de mourir, il a eu comme un pressentiment. Il a dit, il faut que j'aille voir la Corse. Il est allé en Corse. Il a dessiné ses aquarelles, il est repassé par Saint-Tropez où il a soigneusement rangé tout son matériel, il est rentré à Paris et puis il est tombé malade et il est mort. Donc c'est une jolie histoire parce qu'au fond, il a découvert la lumière du midi quand il a rencontré Van Gogh et qu'il était allé le voir en Arles. Et puis à la fin de sa vie, tout d'un coup, il a bouclé la boucle comme ça en faisant ce dernier voyage en Corse où il a, dans un moment comme ça un peu frénétique, dessiné toutes ses aquarelles comme s'il avait l'impression qu'il allait bientôt quitter ce monde. Donc les tableaux, il faut les regarder de près et en même temps les regarder de loin. Vous n'aurez pas la même vision. Il faut passer un moment dessus. Il faut passer un moment dessus. Et l'aquarelle, c'est vraiment le plus bel outil parce qu'on reste vraiment près de l'artiste. On est au bout des mains de l'artiste. C'est vraiment fait sur le moment. Ça permet évidemment la liberté de se déplacer parce que l'huile, c'est plus compliqué. Il y a une grande toile, il y a un chevalet, il y a des couleurs qui sont lourdes à transporter, même si c'est des tubes. L'aquarelle, c'est vraiment une petite boîte. Donc ça permet vraiment, avec un petit bloc, de se promener et de dessiner à tout moment. Mais on est vraiment, comme avec le dessin au crayon, au contact de la main de l'artiste et du talent et du génie de l'artiste. Vous êtes peintre vous-même? Pas du tout. Pas du tout? Donc papa était peintre, mais pas vous? Papa était peintre. Mon grand-père, qui était général d'artillerie, était polytechnicien. Donc ça a peut-être sauté une génération. Vous êtes passionné? Passionné, et je m'occupe énormément de l'œuvre de mon père et de ce musée. Eh bien voilà, édition spéciale terminée sur les Beaux de Provence. Je vous rappelle que si vous aussi vous habitez un petit village, une belle petite commune, que vous voulez en faire profiter tous nos amis téléspectateurs internautes, il vous suffit de nous contacter. Quant à moi, je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et croyez-moi, on aura notamment un super portrait d'une très jeune artiste. Mais ça, c'est à découvrir la semaine prochaine. Salut, bye, et n'oubliez pas, restez curieux.